Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui vous attend tous les samedis soirs après l'after sur RMC et que ce soir va vous amener dans la patrie de cette émission et dans la patrie de cette radio RMC, c'est-à-dire la Principauté de Monaco. Et pour vous faire voyager jusqu'au Rocher, j'ai l'honneur de recevoir ce soir l'ambassadeur de Monaco à Paris, Madame Valérie Bruel-Melchior. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, on est un peu chez vous parce que voilà, moi j'ai toujours aussi mon petit drapeau de Monaco et je tiens à rappeler que voilà, cette émission est née là-bas, est née en 1966 et ce soir on parle de Monaco parce que il y a quelque chose à Monaco qui est très particulier par rapport à la France. La religion catholique est la religion d'État et il y a toute une série d'événements tout au long de l'année qui permet aux Monégasques de fêter aussi des saints de façon institutionnelle. Et l'une de ces fêtes est justement la fête du Prince qui a lieu le 19 novembre et qui est quelque chose de très important pour les Monégasques. Quelle est l'origine de cette fête ? Merci, bonsoir Mathéo. Alors, à l'origine de cette fête, c'est initialement la fête onomastique du souverain, c'est-à-dire la fête de son saint patron, qui porte son nom. Et celle-ci a d'ailleurs souvent été choisie pour organiser les célébrations liées à l'intronisation du prince. Le cérémoniel actuel, comme on le connaît, a débuté au début du règne du prince Charles III, à l'époque où la principauté devient vraiment un État moderne. Et le prince Charles III a donc choisi d'organiser son entrée solennelle à Monaco, c'est-à-dire son intronisation, le 4 novembre 1856. Saint-Charles-Borromée. Voilà, exactement. Et en 1857, il demande que le 4 novembre soit déclarée la fête du souverain. À l'époque, on l'appelait la fête du souverain. Et elle prend, au fil des années, un caractère de fête nationale, avec des célébrations officielles qui comprennent un Te Deum, chanté en l'église Saint-Nicolas, puisque la cathédrale n'est pas encore construite à cette date. Oui. Et les festivités comprennent également un grand feu d'artifice, des concerts, des jeux populaires qui se tiennent sur le rocher et qui répondent à la volonté de Charles III de renforcer l'image de la liturgie dynastique à l'époque où la principauté a perdu les communes de Menton et de Roquebrune. Oui, parce qu'effectivement, le territoire de la principauté de Monaco s'était réduit à celui que est l'actuelle principauté, alors qu'avant, justement, elle arrivait presque pratiquement à l'Italie. Et le prince Albert II a choisi de continuer à fêter cette fête du prince le jour de la fête du saint patron de son père, en fait, oui. Régnier. Oui, effectivement, le souverain, le prince Albert II, aurait pu choisir le 15 novembre pour la Saint-Albert, mais il a choisi d'honorer son père, la mémoire de son père, dont le règne avait été très long, puisqu'il a duré plus de 55 ans. Et surtout, la tradition du 19 novembre est vraiment devenue très ancrée dans la culture monégasque, dans les traditions monégasques, puisque chaque année, elle devient vraiment un rendez-vous de la population monégasque, mais aussi également un rendez-vous diplomatique, puisque ce qu'il faut savoir en principauté depuis quelques années, c'est que le souverain beaucoup d'ambassades en fait sont accréditées en principauté de Monaco. À ce jour, la principauté a établi des relations diplomatiques avec 161 États, 132 ambassades y sont accréditées et à ce jour, ce sont 132 ambassadeurs qui ont déjà présenté leur lettre de créance en principauté de Monaco. Alors à ce jour, il y en a seulement 86 qui sont accrédités, je crois, et en fonction. Et tous ces ambassadeurs étrangers sont invités aux côtés du prince le 19 novembre. Alors en l'occurrence, on commence le 18 les festivités pour la communauté des ambassadeurs étrangers également, sont invités en principauté pour participer aux côtés du prince à cette cérémonie. À cette cérémonie. Et à l'occasion de cette fête, on voit que il y a, comme je le disais tout à l'heure, un lien entre l'Église et l'État à Monaco, l'Église catholique. Ces deux sujets, ces deux entités travaillent main dans la main. Comment peut-on expliquer cette chose à notre public français qui est habitué au concept, au principe de la laïcité où il y a une séparation entre l'État et les églises après la loi de 1905?
Alors, c'est effectivement, contrairement à ce qui se passe en France, il n'existe pas à Monaco de séparation entre l'Église et l'État. Et cela tient du fait que notre Constitution dispose de l'article 9 qui reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État. La Constitution confirme également la liberté de culte à travers Naturellement. l'article 23. C'est important de le Ne souligner. vous inquiétez pas, vous pouvez aller à Monaco, même si vous n'êtes pas catholique. Tout à fait. Vous êtes C'est les le bienvenus. message. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'archevêché de Monaco est une institution vraiment à part entière, qui dispose de ses pouvoirs propres et qui ne concerne pas seulement l'aspect religieux, mais aussi l'aspect temporel, puisque ils peuvent nommer des ecclésiastiques, ils peuvent également gérer leur propre paroisse comme ils l'entendent. Et l'archevêché de Monaco est directement rattaché au Saint-Siège. D'ailleurs, le titulaire est nommé directement par le pape, ce qui est important. Et c'est ce statut-là qui fait qu'une convention a été signée en 1981 entre l'État de Monaco et le Saint-Siège pour déterminer d'une part les pouvoirs qui sont propres à l'archevêque, mais également pour définir un petit peu les relations entre l'État et l'Église à Monaco. D'ailleurs, vous êtes une experte de relations de Monaco avec les institutions internationales parce que vous avez travaillé dans la représentation monégasque aux Nations Unies à Monaco, n'est-ce pas? J'ai eu ce grand honneur de représenter la principauté aux Nations Unies. La principauté est devenue un membre à part entière des Nations Unies en 1993 à la demande du feu prince Régnier III qui avait demandé, suite à la reconnaissance de l'engouement qu'il y a eu à la conférence de Rio, Rio plus 20, Rio à l'époque, il a souhaité que Monaco prenne part complètement à la communauté internationale, ce qu'on a fait à l'ONU et ce qu'on continue à faire tous les jours depuis 1993. Effectivement, vous êtes très présente aussi, on l'a vu d'ailleurs à l'occasion aussi de plusieurs conférences sur le climat. Monaco a fait entendre toujours sa voix et a participé parce que d'ailleurs, il faut dire que Monaco, bien qu'il s'agisse d'un très petit État, est l'un des pionniers en ce qui concerne la protection de l'océan, par exemple, parce que il existe un musée océanographique qui est très, très, très ancien. Je pense que peut-être il est le plus ancien du monde. Parce que justement, l'État de Monaco, avec les princes de Monaco qui se sont succédés, ont prêté beaucoup d'attention à cet environnement marin. Alors effectivement, le développement durable dans son entièreté est un sujet qui préoccupe le souverain. Et bien avant lui, son trisaïeul, le prince Albert Ier, puisque c'est lui qui a développé l'océanographie. Et nous avons à Monaco un magnifique musée que j'invite tout le monde à visiter si possible. Effectivement, le souverain, le prince Albert II de Monaco, a continué cet engagement en faveur du développement durable, en faveur des océans notamment, par le biais de son gouvernement, mais ses engagements personnels aussi au sein de sa fondation, qui effectivement fait en sorte que Monaco est reconnu aujourd'hui pour son expertise et vraiment pour son dynamisme, pour vraiment se battre sur la scène internationale pour les questions qui ont lieu à la gestion durable des océans, à la protection des océans et à la création, par exemple, d'aires marines protégées pour pouvoir vraiment maintenir cette biodiversité dans les océans. Revenons un petit peu à aux relations qu'il y a entre l'État et l'Église catholique dans la principauté de Monaco. Au-delà de la fête du prince, qu'on a dit est célébrée tous les ans le 19 novembre, et au-delà de la fête de la Sainte Dévote qui est célébrée à la fin de janvier chaque année aussi, est-ce qu'il y a d'autres moments, d'autres occasions de collaboration entre ces deux entités? Il y a toujours une grande coopération parce que, comme je le disais tantôt, l'Église est vraiment une institution à Monaco. L'Église coopère toujours. D'abord, elle est toujours partie de la vie intégrante de la famille souveraine pour les mariages, pour les baptêmes princiers, malheureusement pour les moments moins heureux également. Donc, nous avons toujours cette communion. Et l'archevêque, n'oublions pas, à Monaco, est le deuxième personnage de l'État après le ministre d'État. Et nous avons vraiment une grande proximité. C'est un peu comme, pour faire comprendre à nos auditeurs français, c'est un peu comme si l'archevêque était le président du Sénat en France, un peu comme ça, on pourrait dire. Enfin, en tout cas, il a une position importante dans les institutions monégasques.
Il a une importante reconnaissance Mhm. dans les institutions monégasques. Après, ils n'ont pas les mêmes, Naturellement, c'est une institution fonction, différente, tout à fait. une autre. Et encore une demande, une question. En ce qui concerne justement la diplomatie, en plus que l'ONU, on a parlé aussi on a évoqué de l'engagement en matière d'environnement de la Principauté de Monaco, mais Monaco justement est engagé sur plusieurs fronts parce qu'il est toujours déjà au milieu de l'Europe, même physiquement. Et puis, au milieu de la Méditerranée, encore presque même physiquement, quel est son rôle dans des institutions internationales? Alors, Monaco est très engagé. On a parlé tout à l'heure du développement durable, mais il n'y a pas que ça. Monaco est très généreux dans sa coopération internationale, puisque toutes les actions de la coopération internationale de Monaco s'inscrivent dans un cadre de dons. Monaco ne fait pas de prêts qui généralement endettent les pays qui parfois les reçoivent, les récipiendaires. Donc Monaco vraiment s'attache vraiment à apporter un soutien aux populations les plus vulnérables. C'est le souhait du souverain et c'est ce qui vraiment guide la politique de coopération internationale. On est plutôt actif en faveur de la protection des femmes, des jeunes personnes et des enfants. Et dans des domaines bien particuliers, on s'occupe principalement de la sécurité alimentaire, de la santé, de la protection et de la promotion de l'enfance et également de s'assurer, dans la mesure du possible, d'octroyer aux personnes un travail décent. Hmm. Donc, il y a effectivement une participation à plusieurs aspects des actions internationales Et il y a pour... l'humanitaire aussi, j'oubliais, puisque Monaco répond régulièrement de manière parfois originale. C'est pas forcément le gouvernement, mais il y a beaucoup d'institutions privées qui coopèrent pour venir en aide également aux populations dans les cas d'assistance humanitaire. Et naturellement, le rôle des ambassades, un peu comme la vôtre, celle de Paris, sert à comment dire, soutenir ce travail de Monaco, disons, de faire connaître sa présence un peu dans les quatre coins du monde. Donc oui, bien sûr. Et puis à Paris, nous avons cette distinction que tous les ambassadeurs qui sont accrédités auprès du prince, comme je le disais tout à l'heure, sont accrédités depuis leur résidence en France. Mhm. Donc le poste à Paris est intéressant puisqu'il me permet effectivement non seulement d'avoir des rapports privilégiés avec nos collègues de la France, nous sommes très très proches des collègues français, mais également de pouvoir me rapprocher de manière pratiquement quotidienne de tous mes collègues. J'étais effectivement pour la commémoration du 11 novembre lundi avec tous mes collègues étrangers. Et ça donne l'opportunité effectivement de pouvoir joindre nos collègues, expliquer certaines choses quand ça peut se faire, surtout qu'en ce moment, on connaît une actualité assez chargée. La proximité est très permissive. Et pour conclure, une petite question qui est plus personnelle. Avez-vous des souvenirs de la fête du Prince ou des fêtes religieuses, en tout cas à Monaco, qui vous ont marqué dans Alors, votre... il y en a deux que j'aimerais. C'est vraiment la fête du Prince. La fête du Prince qu'on célébrera ce 19 novembre est toujours très intéressante parce que c'est un sentiment qu'on essaie, nous, monégasques, d'expliquer à nos collègues étrangers du monde entier et que personne vraiment ne comprend. Pourquoi? Essayons. Oui, parce qu'en fait, la fête du Prince, c'est vraiment un moment de communion assez extraordinaire entre les monégasques, le prince et la famille souveraine. Et c'est un moment qui est vécu d'une manière différente. Il y a une messe, il y a des chants, il y a des drapeaux qui flottent partout dans D'accord. Monaco. Je trouve que l'aspect religieux est magnifique parce que vous avez un Te Deum avec une prière du prince également qui est dite par l'archevêque uniquement pour le prince. Tout le monde est debout à la cathédrale, sauf le prince. Le prince est assis, la bénédiction est seule pour lui, donc c'est un moment très merveilleux qui traduit vraiment l'attachement que nous avons envers le prince, à qui nous devons tout. Le prince et les princes auparavant, puisque nous sommes très attachés en principauté aux valeurs de liberté. Euh, et Vous êtes effectivement très lié du point de vue historique et personnel. Pratiquement chaque monégasque. C'est un lien très émouvant, très personnel, j'allais dire presque, effectivement, parce que, en fait, la famille souveraine, depuis des siècles, a défini notre identité de monégasque. Exactement. C'est ce qui nous permet de nous sentir monégasques. Et nous avons vraiment, dans un monde en plus comme il est fracturé aujourd'hui, se sentir monégasque, on est en sécurité. Et c'est un moment où on exprime vraiment notre reconnaissance, notre gratitude pour pouvoir être monégasque et à Monaco et continuer de bénéficier de cet environnement merveilleux.
qui est effectivement très, très, très Et jolie. Monaco. Oui, Donc, il faut conseiller à nos auditeurs d'aller visiter Monaco, en tout à fait. particulier pendant la fête du Prince et la fête de la Sainte-Dévote. Et la fête de Saint-Dévote, si je peux me permettre un dernier mot pour conclure, la fête de Saint-Dévote n'est pas une fête effectivement officielle, mais c'est vrai que c'est une fête qui est très, très, très importante pour Monaco. Elle est ancrée dans nos traditions également. C'est notre sainte patronne. Le souverain y participe en brûlant la barque Exactement. chaque soir avec sa famille, généralement à ses côtés. Donc c'est une fête également à laquelle nous sommes très, très attachés. Mais ce n'est pas la fête du prince. Merci beaucoup, Madame Valérie Bruyel-Melchior. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de Monaco à Paris. Je vous remercie parce que nous avons pu parler de la fête du Prince, l'une des moments les plus importants qui voit travailler l'Église catholique et l'État dans la principauté de Monaco main dans la main. Et moi, je remercie aussi tous nos auditeurs et aussi Sylvain, notre technicien, pour cette émission que vous pouvez retrouver comme tous les autres sur le site et l'application de RMC. Merci beaucoup, bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Merci.